Eh bien, bonjour Flavien Chervet, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'échanger autour d'un sujet qui anime beaucoup notre société en ce moment, qui est l'intelligence artificielle et qui vient perturber un petit peu notre profession. Donc, Bonjour, est-ce- ravi d'être avec toi. je ne savais pas si tu m'avais entendu ou pas. Alors, est-ce que, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Parce que moi, je t'ai rencontré dans un cadre professionnel où tu nous as fait une conférence très marquante, euh, très impactante, mais je ne connais pas ton parcours. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, je peux. Alors, mon parcours est un petit peu original. J'ai commencé en faisant une classe préparatoire. J'aimais beaucoup les mathématiques quand j'étais jeune, hein, ce qui d'ailleurs est un des éléments que je retrouve dans l'IA aujourd'hui. Mais j'ai fait une classe préparatoire qui avait beaucoup de maths, mais qui était aussi orientée sur de l'économie, de la géopo, des choses comme ça, qui m'a amené vers une école de commerce, l'EM Lyon, où j'ai passé 2 ans avant de faillir partir, parce que c'était pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai failli partir. À ce moment-là, j'aimais beaucoup le cinéma, donc j'ai failli partir faire du cinéma. Tu vois, je suis allé 1 an travailler dans le cinéma à Séville. Et puis, finalement, je suis revenu parce qu'ils m'ont proposé une sorte de triple diplôme un peu bizarre. C'était un programme. Donc, au lieu de faire mon année de césure et ma dernière année à l'EM Lyon, j'ai fait ce programme en 2 ans qui s'appelait IDEA, qui était un programme porté par l'EM Lyon, l'école de commerce, Centrale Lyon, l'école d'ingénieurs, et la Fédération française de design. C'était un programme autour de l'innovation. Pendant 2 ans, on faisait ce qu'on appelle, maintenant c'est un peu devenu la mode, du design thinking, mais à l'époque c'était assez Mm. euh, neuf et surtout, c'était pas des séances de créativité à la légère, c'était une méthodologie très profonde mise en œuvre sur des projets complexes et complets. Et j'ai passé 2 ans dans une grande baraque avec 35 autres étudiants, avec un Fab Lab immense, à pouvoir faire tous les projets qu'on voulait, à passer mes semaines de vacances à construire des drones, à apprendre en effet autant des compétences d'ingénieur, d'entrepreneur que d'ingénieur et des choses autour du design et des arts, et à intégrer ça voilà, dans des projets d'innovation. Alors, j'étais déjà très geek, hein, j'ai appris à coder quand j'avais 12-13 ans par là, donc forcément à ce moment-là, ces possibilités un peu ingénieriales et d'innovation m'ont permis de replonger beaucoup plus profondément dans le code. Et c'était aussi un moment où je m'intéressais beaucoup à la philosophie, et notamment à la philosophie de l'esprit, comment fonctionne l'esprit humain. Et en fait, bizarrement, c'est pas par le code que j'ai rencontré l'intelligence artificielle, c'est par la philosophie de l'esprit qui, en se construisant notamment au XXe siècle, s'est construite très proche aussi de la science, de la théorie de l'information et de la naissance de l'informatique. Et les premiers penseurs de l'intelligence artificielle étaient autant des philosophes que des scientifiques, en fait. Donc j'ai rencontré l'IA par cette question plus de la simulation de l'esprit et de qu'est-ce que l'esprit. Et comme je codais, j'ai directement mis les mains dans le cambouis et commencé à m'amuser avec. Euh, et ça a commencé à me passionner très fortement. Euh, à la fin de ces 2 années, je m'étais fait des copains de promo avec qui j'avais monté des associations, créé plein d'événements, style hackathon, des marathons d'innovation, notamment autour de l'intelligence artificielle, mais pas que. On a décidé de créer une société ensemble. Donc, 1 mois avant d'être diplômé, on a posé les statuts de cette société et on a lancé la boîte. Donc, j'ai pas vraiment été salarié, j'ai directement été entrepreneur. Donc, on a monté cette première société, un cabinet de conseil en innovation, qui s'appelait Exoflow, qui a bien fonctionné, et au sein duquel j'ai accompagné plein de projets avec de l'IA, mais pas que. Des projets donc d'IA, on était dans les années 2010, 2000, on devait être en 2014, 2000, non, 2016-2017 à ce moment-là. Et donc, c'était des projets d'IA avant ChatGPT, avant toutes cette vague-là, de la vision artificielle, des choses autour de l'assurance, des choses autour de l'agriculture, enfin des choses très métiers. Et puis, j'ai revendu cette société il y a maintenant 6 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mon investissement sur l'IA, il y avait des choses liées à ma boîte, mais il y avait surtout un gros investissement citoyen. Et j'étais dans une démarche très citoyenne. J'avais construit donc le Meetup IA Lyonnais, qui était une belle communauté autour de l'IA à Lyon, complètement désintéressée, pas du tout liée à ma boîte. Création d'une association sur l'éthique de l'IA aussi à ce moment-là, avec la métropole de Lyon et d'autres acteurs de Lyon. Et un intérêt très fort pour
quelque chose qui réunissait mes deux passions, l'IA et la question de la créativité. C'est créatif et j'ai toujours une passion pour la compréhension de comment les grandes idées arrivent, comment l'innovation se fait, etc. Et donc, à ce moment-là, j'étais aussi très passionné par la créativité artificielle et la question de la simulation de la créativité. Donc, je commençais aussi à donner des conférences là-dessus et les gens me prenaient pour un fou. Euh, j'ai monté un autre projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec l'IA en soi, puisque c'était une école, la première grande école dédiée à la créativité et l'innovation en France, qui s'appelle IRIG, qui existe toujours, qui est une belle école maintenant, qui a un beau campus de 1600 mètres carrés à Lyon. J'en suis toujours directeur innovation, mais je suis plus du tout, enfin, presque plus impliqué dans l'opérationnel, je suis plus un advisor, on va dire. Mais on a monté cette belle école, donc j'ai participé à sa création pendant ces 4 premières années, presque 5. Et pendant que j'étais au sein de cette école, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un éditeur via l'école, en fait, qui, en discutant, m'a dit, mais ce sujet IA et créativité, c'est super intéressant et c'est OK, c'est un sujet de niche, mais ça me plaît. Si tu as envie d'écrire là-dessus, je te suis. Et donc, j'ai écrit un premier bouquin qui s'appelle Hypercréation. Et en fait, pendant que j'étais en train de l'écrire, Midjourney, ChatGPT, toute cette révolution des IA génératives est arrivée. Et tout d'un coup, la question de la créativité était flagrante dans l'intelligence artificielle. Alors, en vrai, l'IA générative est un tout petit élément de la question de la créativité artificielle. Et mon bouquin, ce qu'il a d'intéressant, c'est que je crois, en tout cas, il est arrivé, il a eu un bon time to market, il est arrivé au moment où les IA génératives faisaient que C'est j'avais ça. une audience, Ça s'appelle le mais en même tempo temps, market, oui. un time to market parfait, et en même temps, il m'a démarqué de tous les bullshitters qui se sont mis sur la veine IA générative, parce que il y a un chapitre sur l'IA générative, mais il parle de beaucoup plus que ça. Il parle de tous les systèmes d'IA qui existent, de plein de choses qui sont en train d'arriver, ce qu'on appelle l'apprentissage par le renforcement, etc., qui sont beaucoup plus profonds que les IA génératives pour parler de la créativité, à mon sens. Mais en tout cas, ça m'a donné un souffle, cette vague de l'IA générative, et évidemment, ça m'a passionné aussi parce que même s'il y a plein d'autres choses dans l'IA, l'IA générative reste un sujet assez dingue. Alors, Et juste une toute petite aparté, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'IA générative? Parce que comment tu pourrais, toi, définir l'intelligence artificielle? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait différentes intelligences artificielles, en fait. oui, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui consiste à simuler des processus cognitifs qu'on trouve dans la nature, soit dans le cerveau humain, soit dans d'autres processus naturels. Une termitière, c'est super intelligent collectivement pour certains trucs, mais pas du tout intelligent individuellement au niveau de la termite. Donc, et on peut simuler une termitière, par exemple, pour faire de l'optimisation de parcours et faire de la logistique. Donc, au départ, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est un domaine de l'informatique qui intègre un certain nombre d'algorithmes. Il y a plein d'algorithmes différents. Et au sein de ces algorithmes-là, dans les années 2000, se sont, on va dire, se sont affirmés une classe d'algorithmes qui s'appelle les réseaux de neurones artificiels, qui fonctionnent en simulant plus ou moins grossièrement le fonctionnement des réseaux de neurones biologiques. On sait assez bien simuler un neurone, on en met plein en réseau, et ça fait des trucs qui marchent plutôt bien. Mais ce n'est pas exactement pareil que des neurones humains, mais ça ressemble un peu dans le fonctionnement. Et cette sous-branche de l'IA s'est développée et est devenue ce qu'on appelle le deep learning. Donc, on a fait des réseaux de neurones très gros. On les appelle profonds parce qu'il y a des neurones profondément intégrés dans le réseau. Et donc, on parle de deep learning, deep pour profond, et learning parce que leur caractéristique principale, qui en font de l'intelligence artificielle très intéressante, c'est qu'ils sont capables d'apprendre. Là où on avait simulé plein d'autres fonctions cognitives avant, dans les années 2000, on commence à simuler efficacement l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quand même une des choses qui permet de s'adapter et d'apprendre des nouvelles compétences, et donc qui est très centrale dans l'intelligence. Donc, ça a été un moment clé. Et aujourd'hui, 99% de l'intelligence artificielle moderne, c'est fondé sur, même 99,999, c'est fondé sur le deep learning. Le deep learning tel qu'il était conçu au début, c'est ce qu'on appelait, on va dire, des IA qui faisaient de la reconnaissance ou de la classification. C'est-à-dire que tu leur montres plein d'exemples, ces algorithmes comprennent les régularités qu'il y a qui réunissent tous ces exemples, sont capables de généraliser, et ensuite, quand tu montres des nouveaux exemples qui ressemblent, l'IA est capable de reconnaître ces exemples-là. Tu montres plein d'images de chiens, de chats, d'éléphants et de tortues, l'IA est capable de comprendre à quoi ressemble un chien, un chat, un éléphant et une tortue, et quand tu montres une nouvelle image de tortue, l'IA est capable de dire ça c'est une tortue, c'est pas un chien. Donc, c'est des IA qui faisaient de la classification. Tu leur montres plein de données
et tu leur expliques comment classifier ça dans des différentes catégories. Et en fait, la catégorisation, c'est un processus de l'intelligence très fondamental. Hein. C'est ce qui permet Oui, bah d'écouter oui. les choses et de penser. Donc, ce n'est pas du tout anodin que l'apprentissage permette de faire ça. Mais ça ne suffit pas. Nous, quand on vit, quand on est intelligent, on ne fait pas que observer le monde et classer les choses. On génère aussi, on Mm. produit. Et donc, il y a une deuxième chose qui était très importante pour l'IA, c'était qu'à partir de plein d'exemples, l'IA soit capable, en généralisant, non pas de reconnaître des nouveaux exemples, mais de créer des nouveaux exemples. C'est ce qu'on appelle les IA génératives. Et ça a existé très tôt dans le deep learning. Ça existe depuis 2014 au moins, les premiers algorithmes sérieux. Il y en a même avant pour la musique ou des choses comme ça, mais en 2014, on a les GAN, et donc c'est les premiers algorithmes un peu sérieux. Mais le temps qui mature et qui permettent de vraiment, d'une part, générer des choses crédibles, ça c'est arrivé en 2016-2017, mais qu'en plus ces choses crédibles soient très généralistes, comme le Mm. permettent par exemple Midjourney, on peut générer tout type d'images, Mm. ChatGPT peut générer tout type de texte. Ça, il a fallu attendre la révolution qui a émergé en 2022. Donc, les IA génératives, c'est cette sous-catégorie du deep learning qui lui-même est une sous-catégorie des réseaux de neurones artificiels, qui elle-même est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle, qui elle-même est une sous-catégorie de l'informatique. Voilà. Donc, Ouais, je on vois en est bien. là. Mais c'est actuellement ce qui fait la révolution. Mais tu t'imagines, quand j'ai dit tout ça, toutes les autres ramifications qui existent Mm. autour et à quel point l'IA générative, même si elle condense plein de techniques différentes et qu'elle a un intérêt pratique indéniable, n'est pas du tout le fin mot de l'histoire de tout ce que l'IA est. Et en ce moment, maintenant qu'on a un peu craqué certains fondamentaux des IA génératives, on voit revenir plein d'autres approches qui viennent s'interfacer les unes aux autres. Et il y a des grandes chances que les prochaines générations d'IA soient de plus en plus hybrides entre différentes techniques qui communiquent entre elles. Et c'est vrai que l'IA générative a enclenché la vague de la généralité, ce Mm. qui est un moment clé dans l'histoire de l'IA parce que ça touche le grand public et parce que ça va nous entraîner vers l'intelligence artificielle générale assez rapidement. Mm. C'est un fondamental fort. Alors aujourd'hui, tu évoquais donc ton parcours. Aujourd'hui, tu en es où, toi, là? Là, Alors, actuellement? donc Mhm. actuellement, il y a un an, je suis sorti de l'opérationnel de ma dernière société, donc de l'école IRIG, Mhm. pour me concentrer sur deux choses. D'une part, écrire des livres, parce que le premier a bien marché, parce que j'ai aimé ça, j'écris aussi depuis très longtemps, et j'ai cette fibre d'auteur au fond de moi, et quand on a écrit un premier et que tu es heureux de ça, tu as envie d'en écrire d'autres. Donc, je voulais avoir du temps pour écrire, de l'espace, et il en faut. Là, je sors bientôt mon troisième livre. Je suis en train de finaliser le manuscrit en ce moment du troisième livre. J'ai sorti le deuxième en janvier dernier. Il s'appelle? Et pardon, Il s'appelle comment? Le le deuxième. deuxième s'appelle Hyperprompt. C'est un peu différent. Le premier était vraiment une étude un peu philosophique et technologique de la créativité artificielle. Le deuxième, au contraire, est un manuel très opérationnel. Le premier, j'aime bien dire que c'est la vision de l'aigle qui regarde les choses de Mm. haut. L'autre, la vision du ver de terre, mais qui est tout aussi importante, qui regarde les choses depuis la précision. Voilà. Mm. Un manuel de prompting. Donc, le prompting, c'est l'art d'utiliser le langage naturel pour s'adresser au Pour système d'IA s'adresser. et leur faire ce qu'on veut. C'est la poésie de l'IA. Oui. Très joli, la poésie de l'IA. C'est Il faut l'art de savoir lui murmurer à parler, l'oreille. en fait, à cette petite machine. C'est clair. Exactement. Et depuis que c'est le langage naturel qui est au cœur de ces systèmes, grâce aux IA génératives notamment, hein, le fait de parler aux machines est en train de transformer complètement la relation que l'humain a à la machine et va la Bien sûr. transformer encore plus radicalement avec la voix. Enfin, ça aussi, c'est un moment. Donc, je me concentre sur l'écriture de livres et sur les conférences. Donc, j'ai créé une nouvelle société pour porter mes activités de conférencier, mais qui n'a pas du tout une ambition de grandir comme les autres sociétés que j'ai pu créer, qui, elle, est juste véhicule juridique, comme tu le connais très bien, pour porter mes activités. Donc, aujourd'hui, je me définis surtout comme euh, entrepreneur dans une certaine mesure, mais surtout comme conférencier et auteur. Puis, j'accompagne aussi quelques comités de direction sur de la stratégie. Ça m'intéresse d'être à ces niveaux-là. Et puis, quelques projets très précis qui me semblent être vraiment impactants, vraiment intéressants, où là, je mets les mains dans le cambouis, et ce qui me permet donc, voilà, encore une fois, d'avoir ce regard du ver de terre et d'être toujours connecté à la réalité de la technologie et à, comment, à la façon qu'elle a à la fois de se faire et à la fois d'impacter
le monde professionnel et personnel des gens. J'essaie vraiment d'inclure toutes les dimensions et de surtout pas siloter. C'est un sujet qui, par essence, est transdisciplinaire, par essence, touche à plein de dimensions qui vont de l'ultra-opérationnel à l'ultra-philosophique. Et je crois que c'est vraiment un sujet qui invite à intégrer et surtout pas à séparer. Donc, j'essaye d'être l'agent de cette intégration à la fois à travers mes écrits, mes conférences, comme tu as peut-être pu le ressentir dans Oui, ma conférence, les dimensions oui, se tout à mélangent. fait. Et voilà, je crois que c'est un peu la posture spécifique que j'ai dans le paysage français, même un peu international, en tout cas francophone aujourd'hui. C'est cette transdisciplinarité très forte qui, par mon parcours, même si je suis tombé très tôt dans le chaudron de l'IA, j'ai fait du design et des arts, des sciences et des technologies, de l'ingénierie, du business, de l'entrepreneuriat. Je me suis énormément intéressé à la philosophie et donc j'ai le. Tout ça fait un mélange assez détonnant qui te permet d'avoir une certaine pertinence et une approche très globale en fait de l'impact que tout cela peut avoir dans notre société et sur nos métiers. Que là aujourd'hui, mais surtout en fait sur notre façon d'apprendre, sur comment éduquer nos jeunes, sur comment nous produire en tant que chef d'entreprise. Enfin voilà, c'est vraiment. Et puis surtout, quels sont les enjeux, enfin, dans le cadre de notre monde, jusqu'où on va aller en fait. C'est un peu, ça va être un petit peu ça, et on en parlera. Alors. Tu as évoqué un peu comment dire, l'évolution de l'intelligence artificielle au cours des années, et puis la révolution qui est arrivée en 2022. Personnellement, j'y étais pas préparée, comme beaucoup de gens, où tu te Je prends te ça, rassure, c'est tiens, ça c'est comment? même quand on était dans le milieu, il n'y a pas un chercheur qui te dira qu'il ne s'est pas pris un Ah, soufflet quand d'accord. il a vu GPT. Mais moi, je suivais les versions de GPT. J'avais vu GPT-1, j'avais vu GPT-2 qui arrivait à peu près à faire une phrase grammaticalement correcte, mais ça n'allait pas plus loin. Je trouvais ça déjà assez fou, mais je me disais que, je, je vais même te dire un truc. En ayant suivi GPT-2, avec GPT-2, j'envisageais même pas, ça m'était même pas venu à l'idée que j'allais bientôt voir une capacité à parler complètement. C'était tellement un truc technique, je le voyais encore vraiment comme le petit algorithme qui manipule Tout à fait, oui. ses mots. Et, voilà. et, euh, et en fait, GPT-3 a pris le monde à revers pour une seule raison, la taille. Mm. Ils Ah oui, sont passés à l'échelle violemment, et ce qu'il en est sorti, personne ne s'attendait à ce que ce passage à l'échelle aille aussi loin en termes ah oui, de performance, et qu'on ait GPT-3 et GPT-3.5 derrière qui discutent avec le monde entier de façon fluide. Quoi. Personne oui. s'y attendait. Ah, ça c'est Le sûr. seul qui s'y attendait, c'était OpenAI, et tout le monde considérait qu'ils étaient en train de faire le pari le plus Le taré de plus l'histoire de l'humanité. taré, ouais. Oui, oui, ben écoute, tu sais, il paraît que c'est quoi déjà l'expression on m'avait pas dit que c'était impossible et puis je l'ai fait, c'est ça, hein? Ah, je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Bon, alors c'est vrai que il y a un côté extraordinaire. Moi, je l'utilise quand même beaucoup dans mon activité. Alors pas professionnelle parce que on va en parler. Il y a des questions d'éthique et des questions déontologiques dans notre activité de profession réglementée. Donc, je regarde ça un peu en disant, tiens, ça par contre, ça, je pourrais bien l'utiliser pour m'aider, notamment pour le développement d'Avocat Pulse et le travail du business plan. Et puis, je m'intéresse à tout ce qui peut exister autour pour pouvoir travailler ces sujets-là. Donc, c'est extrêmement présent. On en parle énormément. Ça fait peur à beaucoup de gens, vraiment. Tu as raison, hein. C'est une Oui, technologie, une puissance, et qui va déployer une puissance dans les prochaines années qu'on n'a jamais connue et auquel le monde n'est pas encore préparé. Et en plus, la science-fiction nous a vendu plein de scénarios qui sont pas tous très crédibles, mais qui en tout cas sont plutôt centrés sur la peur que sur l'optimisme. Donc, oui, c'est sûr. c'est normal qu'on ait peur, et c'est peut-être même une bonne chose. Il faut que ça se développe en esprit critique assez vite, mais au moins, on ne va pas faire Mm. les mêmes erreurs que pour les réseaux sociaux, où on a mis un temps fou à réguler,
et on a ouvert nos bras comme si c'était absolument génial et que tout allait bien, alors que ça crée des addictions horribles et que c'est Horrible. une saleté sociale et pas du tout des réseaux sociaux. Oui, alors là, c'est ce que l'humain sera en capacité de faire et qui va porter les questions éthiques, mais je pense sur un plan mondial, là en plus. Donc, C'est une vraie question. mais là, si on revient sur le métier de l'avocat, euh, si tu veux, quand j'ai écouté ta conférence, déjà, moi, j'avais comment dire, cette intuition de transformation du métier, tu vois, vraiment challengée par beaucoup de choses déjà. Alors nous, on a eu la vague Internet, tu vois, donc cette vague Internet, c'est la connaissance et le savoir, mais ça vaut dans notre société. Aujourd'hui, l'information et c'est l'enjeu de notre société actuellement et d'avoir accès à une information qui soit vraie. Mais avant, c'était plutôt le savoir et nous étions détenteurs du savoir. Et puis, on nous a enlevé cette capacité à être détenteurs du savoir. Le savoir est partagé, est largement partagé. Donc, la difficulté après, c'était nous de composer pour montrer quelle était notre valeur sur ce savoir-là. On a fait quand même plusieurs années d'études pour avoir un peu de savoir. Et fort heureusement, nous avons une prolifération législative qui fait que nous avons quand même encore une valeur en soi que de savoir naviguer dans cette prolifération pour pouvoir donner ce savoir-là et cette connaissance-là. Donc, on a encore une compétence qui vaut quelque chose sur ce plan-là. Mais quand même, tu as quand même une image, moi, qui m'est venue assez vite, c'est le métier, la transformation du métier de la secrétaire. Notre secrétaire et notre assistante dans nos cabinets, si tu veux, quand moi j'ai commencé, ça fait pas longtemps, puisque je fais ma 20e année, là, cette année d'exercice. On en était quand même au papier carbone, tu vois? Après, il y a eu la machine à écrire. Après, il y a eu l'ordinateur. Et maintenant, il y a même presque une pénurie de secrétaires puisque les besoins de nos cabinets et de nos structures sont différents et que une secrétaire aujourd'hui, prendre des appels, faire de la frappe et pour nos actes et produire des actes, si tu veux, il y a quand même beaucoup de logiciels et beaucoup d'intelligence qui sont présentes pour nous aider à faire ça. Et en plus, on a un système judiciaire qui évolue où il y a quand même beaucoup plus de négociations et de consulting plutôt que de l'activité judiciaire, puisque l'activité judiciaire reste un peu bloquée. Donc, on nous demande quand même de travailler différemment dans la conduite de nos dossiers. Donc j'avais cette image-là et je me disais, mais nous, en tant qu'avocats, quel impact ça peut avoir aujourd'hui sur notre profession, dans la transformation de notre métier? Que toi, tu as une réponse à ça? Alors, je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas parfaitement juger du métier, mais je pense que le métier d'avocat est un métier à risque vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Euh, Comme tu l'as dit, avec l'arrivée d'Internet, tout d'un coup, le savoir était partagé. Quelqu'un qui a vraiment envie de chercher et de creuser, il va trouver le texte de loi. Il n'aura pas besoin de passer par l'avocat. Mais il y a une telle complexité juridique que personne ne va faire ça si on n'a pas un avocat pour nous faire naviguer dans ce flot de savoir, on est paumé. Les systèmes d'IA peuvent nous faire naviguer tout aussi bien dans ce flot de savoir. Ils sont faits pour et c'est à ça qu'ils sont bons. Et on va avoir des versions de ChatGPT qui sont fondées sur le droit. Peut-être que c'est même des avocats qui vont les concevoir et qui seront des interfaces sur lesquelles on expliquera notre cas en discutant avec une IA et l'IA nous construira la meilleure stratégie juridique, etc. Déjà, à mon niveau, quand j'ai un problème avec une assurance, et j'en ai eu un récemment, j'ai fait faire toute ma stratégie pour les mettre au pied du mur, on va dire, par ChatGPT en lui donnant tous les éléments de mon cas. Il m'a aidé à tout construire, à choisir les bons arguments, à produire la bonne lettre à la fin.
Sans lui, j'aurais été désarmé, j'aurais pas su comment faire, j'aurais pas eu les bons mots, pas eu les bons arguments, pas eu le document à la fin qui ressemble avec tous les éléments de langage à ce que m'aurait produit un avocat et qui fait peur, etc. Donc, c'est déjà le cas. Et cette partie technique du métier qui consiste à naviguer dans la loi et à designer la loi autour d'un cas spécifique, parce que c'est ça que fait un avocat au niveau technique. oui. Hein. Une loi, il y a un cas spécifique et comment je fais le diagnostic, l'enrobage, enfin, tout ce qui va bien pour qu'on arrive à traiter ce cas, qui est une application spécifique d'un savoir généraliste. Ça, en effet, en tant que tel, une très grosse partie va pouvoir être prise en charge par l'IA. Déjà aujourd'hui, une petite partie des cas, on va dire très classiques, peut être traités par l'IA, comme des cas avec des assurances, des choses comme ça. À assez court terme, je pense que la prochaine génération de modèles qui va arriver entre la fin d'année et le début d'année prochaine va amener à un niveau d'avocat de niveau moyen, on va dire, et sera capable de construire des stratégies juridiques et d'accompagner dans des cas déjà plus complexes et plus spécifiques. Les cas ultra complexes, les montages, les choses qui concernent vraiment, enfin, où il y a de la stratégie, des choses très fines, etc., il faudra beaucoup de temps. Je sais, quand je dis beaucoup de temps, dans le monde de l'IA, ça peut être 2 ans. Oui, Hein, ça peut être quelques mois. c'est le problème aussi, mais en tout cas, ce n'est pas la prochaine génération de modèles qui le permettra, mais il y a des chances que ça arrive. Donc, la question En sachant technique… qu'aujourd'hui, si tu promptes bien, tu peux avoir ta stratégie et puis ton modèle. Et tu as quand même une petite phrase où ChatGPT dit et en même temps, il faut consulter l'avocat et le machin et nana et nana. Parce que ça pose des questions de responsabilité, ça pose des questions de réglementation. On est une profession réglementée et protégée. Donc, donc ça, c'est pour ça que l'outil est en train de venir manger, mais je pense de façon très radicale, et il faut pas se dire que ça va être que les tâches faciles, etc. Il va venir manger de façon très radicale la partie technique du métier, la capacité à produire le raisonnement juridique qui permet de solutionner le cas, qui aujourd'hui, et alors jusqu'à Internet, était une base d'informations, un foisonnement d'informations, il fallait que tu cherches. Avant Internet, il fallait déjà que telle information, il était la seule à l'avoir. Après Internet, tu étais la seule à avoir une compréhension de comment fonctionne l'information pour trouver et designer le cas. Après l'IA, en effet, ces éléments-là perdent vraiment de leur valeur humaine. En revanche, il y a en effet 2 éléments. Il y a un élément qui est de responsabilité et l'outil n'est pas une personne physique ni morale. Il ne peut pas prendre une décision pour le compte d'eux. Il ne peut pas rendre des comptes. Il ne peut pas être puni ou récompensé. Et donc, dans cette mesure-là, il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui utilise cet outil pour, à la fin, à minima, imaginons que l'outil est capable de faire toute la technique, à minima, estampille. Disent, je pose ma responsabilité sur ce raisonnement et si il y a un souci, si ceci, si cela, c'est moi. Donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, l'humain, juste dans cette partie-là, est réduit à l'estampillage. À mon avis, le jour où on en est là, on va changer le droit pour dire qu'on n'a plus besoin de cet estampillage parce que l'humain, en relisant le document, remet des erreurs. Exactement. Donc, cette partie-là, je crois qu'il faut commencer anthropologiquement à prendre acte du fait qu'on est dans un changement et que la dimension technique de l'intelligence, qui va être de plus en plus traitée par l'IA, un jour va même déborder sur la façon qu'on a de faire société ensemble. Je crois même que la gouvernance, à un moment, quand tu auras un pays qui va utiliser des systèmes d'IA super performants pour gérer sa géopolitique et ses stratégies militaires et qui va être meilleur que les autres vont devoir le faire aussi. Et à un moment, en effet, la présence de l'humain dans le chaînon de raisonnement sera non pas une garantie que ça va bien fonctionner, mais un ajout d'erreur si on est sur de la pure performance. Oui, parce que là, aujourd'hui, tu as eu quand même des tentatives. On a eu
On a eu quelques sujets où certains confrères en sont allés chercher dans ChatGPT de la jurisprudence qui n'existait pas et qui ont été sanctionnés. Tu as aux États-Unis une intelligence artificielle qui a plaidé, enfin, Oui, on a, mais, on a des cas comme ça qui arrivent. Et puis surtout, sur un plan économique, enfin, moi personnellement, pourquoi j'irais payer quelqu'un alors que je peux avoir accès à cette information et que, bon, bah, c'est quoi le risque? C'est que, en fait, ce soit pas vraiment la bonne ou c'est quoi les pourcentages de chance? Les gens vont réfléchir comme ça, en fait. Quand l'avocat n'est pas obligatoire, il y a plein de matières dans lesquelles l'avocat n'est pas obligatoire. complètement, complètement, complètement. Alors, d'une part, il y a plein de cas aujourd'hui où ça marche pas bien, par exemple pour les hallucinations de jurisprudence, mais qui sont des problèmes de jeunesse et de mésusage de l'outil. Si on connecte l'outil à la bonne base de Eh jurisprudence, il ne oui, fera plus d'hallucinations. Si on améliore les modèles, on n'aura plus ces problèmes-là, etc. Donc ça, c'est des problèmes de jeunesse. On ne peut pas les prendre pour raisonner sur l'impact que ça va avoir. mm, Euh, la deuxième chose que tu disais, c'est en effet, il y a l'élément économique. Il y a un moment, aujourd'hui, le métier de traducteur est en train de disparaître. Les traducteurs ne trouvent plus de business. Moi, mon livre Hypercréation, bon, ça faisait sens parce que c'est un livre sur l'IA, mais je l'ai fait traduire 100% par GPT. Alors, j'ai travaillé avec une amie américaine au début je faisais un bon prompt. Elle me disait si la première page du bouquin, ça faisait une bonne traduction, etc. On a fait des allers-retours 6-8 fois. Et puis, quand j'ai eu un prompt qui fonctionnait bien, j'ai tout balancé dedans. En 5 minutes, 2 $, j'avais mon livre complètement traduit. ouais, Et sur ouais. Amazon, le métier de traducteur, c'est des réalités. On ne peut pas Mm, les mettre au rebut. Le métier de traducteur, aujourd'hui, est un métier qui meurt, comme le métier de tisserand, à un moment, est mort face à la manière exactement. dont on Ouais. tissait. Sauf que là, l'IA a une portée générale. Ce n'est pas un outil spécifique, ça a une portée Oui, générale. Et si le métier d'avocat est touché à court terme, à moyen terme, quasiment tous les métiers sont touchés. Et l'IA va avancer à une vitesse où elle va sûrement automatiser ce qu'on va inventer comme nouveau métier. On parle d'ailleurs beaucoup en ce moment d'automatiser la recherche en IA pour que l'IA s'améliore toute seule. Tu vois, c'est oui, un oui, peu de ça a fait. science-fiction. Bref, je crois qu'on va avoir vraiment besoin de sortir de la pensée de euh, quel est l'impact sur la technique de mon métier, quelle est la valeur ajoutée que je fournis toujours et comment je centre sur cette valeur ajoutée. Parce que quand on va faire ça, on va se concentrer sur la valeur ajoutée, on va reprocesser la valeur ajoutée nouvelle, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne pour faire un métier, et une fois qu'on l'aura reprocessé, la machine va le faire à notre place. Donc, je crois qu'on est pris dans une course à la valeur ajoutée qu'on ne peut pas gagner face à la machine. Non. Donc, la question des métiers doit être pensée non pas dans le prisme uniquement des tâches qu'on exécute, mais à l'inverse, non pas par le bas, mais par le haut, dans Par le le haut. prisme de ce qu'est le travail, dans notre rapport au travail. Et c'est là où je crois qu'il y a un jeu international à avoir, de se dire qu'est-ce que l'humanité va faire demain. Je crois que l'humanité, dans un avenir qu'on va sûrement voir, n'aura plus besoin de faire les métiers qu'on fait aujourd'hui. Une grande partie des métiers et que la réalisation de l'humain à travers des activités va devoir être repensée, non pas à travers des métiers, mais à travers des activités. Mm, Je pense que c'est un glissement sémantique qui est ultra signifiant. Et mm. je crois que on ne travaille pas à faire un métier, on travaille à faire les activités qui nous semblent faire sens pour nous. Moi d'ailleurs, je n'ai pas de métier en tant que tel. Donc c'est pour ça aussi que je suis apte Oui. et très progressiste dans cette pensée-là, parce que Mm. pour moi, elle est heureuse parce qu'elle va avec ma façon de fonctionner. Mais je sais que ça va, par contre, je suis lucide sur ce qu'est notre société, c'est-à-dire une société du travail centrée sur des métiers. Je crois qu'on va avoir un problème social absolument majeur. Et Absolument. je crois Ouais. qu'aujourd'hui, les politiques et même les organisations professionnelles ne sont pas du tout à la hauteur Du problème. de l'enjeu. Voilà, c'est un problème majeur de notre Eh époque. C'est oui, le problème de notre époque si on veut éviter que l'effondrement de notre monde, avant même d'être écologique, il soit social. exactement. Donc, voilà, je crois que, évidemment, il y a une dimension de tous ces métiers-là, qui est une dimension très humaine, qui est celle des relations qu'on tisse entre nous. Et si le glissement sémantique dans ce que fait l'humain doit passer du métier à l'activité, je crois que plus profondément, plus philosophiquement, l'autre glissement sémantique, c'est un glissement de
définition et d'identité de ce qu'est un être humain. Ça fait 3-4 siècles avec la révolution techno-industrielle qu'on se définit à travers la performance dans un métier. Je crois qu'il faudra qu'on se définisse à travers les activités qui nous permettent de tisser des liens. Je crois que de la performance, il faut qu'on centre la valeur de l'humain sur le lien qui, même s'il peut être avec une machine, entre humains, a une authenticité qui est spécifique. Avec une machine, c'est un autre type de lien et j'ai rien contre, mais avec l'humain, il y a une authenticité spécifique parce que la seule chose que l'humain a de différent d'une machine, c'est d'être un être humain, d'avoir cet être au monde qui est le même que celui de la personne que tu as en face de toi. On éprouve de la même façon. Donc, je rebondis, excuse-moi, je te coupe, mais sur cette question du lien, moi, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de partager avec toi. J'ai quelques résistances là-dessus sur le fait de nous redéfinir. Enfin, résistance, c'est pas une résistance, mais ça va rester très complexe. C'est-à-dire que quand tu es dans une société où déjà il n'y a pas de lien et qu'on redéfinit des liens qui sont, enfin, on doit recréer du lien avec l'impact des réseaux sociaux qui ont fait que on a développé des individualités, on a développé plutôt de la défiance par rapport à l'autre. On sait le fonctionnement du être ensemble, il est déjà mis à mal et qu'on a besoin de refaire sens ensemble avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire savoir se parler, savoir être en relation avec l'autre, travailler sur les égos, revaloriser notre intelligence émotionnelle. Il y a énormément, énormément de phases avant, sur un plan mondial et sociétal, pour qu'on puisse arriver à dire en tous ensemble, ben, en fait, notre humanité, ce qui fait qu'on est humain et notre authenticité, c'est notre capacité à être en lien avec les autres et on va revaloriser ça. Là, il y a un... Oui, je suis complètement d'accord, mais en fait, ça va complètement dans le sens de ce que je disais. Je crois que on a perdu progressivement ce rapport au lien parce qu'on a construit un rapport de performance qui est éminemment séparateur. Je suis performant contre l'autre. Et on ne va pas revenir au lien parce qu'on est bien gentil, bien bienveillant. Je ne crois pas du tout à ça. L'humain n'est pas l'humain est un gène égoïste. Par contre, quand on a une pression sélective qui fait que la performance ne sert plus à rien parce que l'IA nous dépasse, on se prend une blessure narcissique justement dans nos égos, etc. C'est tout, c'est juste, oui. C'est un mécanisme qui fait qu'il faut bien qu'on se redéfinisse ailleurs si on veut toujours avoir de l'identité, être quelqu'un au milieu de l'humanité. Oui, bah c'est notre besoin de nous renarcissiser qui va peut-être nous sauver. L'humain tel qu'il est. On est des individus qui avons mais c'est biologique, qui avons un instinct d'abord très personnel ou avec les très proches qui nous entourent. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas être idéaliste. Par contre, tout comme je pense que c'est des effondrements et des catastrophes écologiques assez majeures qui vont nous amener à construire un équilibre, tant qu'on n'aura pas ça devant la face, on ne le fera pas sérieusement. Je crois que c'est l'arrivée dramatique de l'intelligence artificielle pour l'humanité performante qui va faire évoluer notre représentation de ce qui est important. Je ne crois pas du tout que ça va se faire juste parce que dans le monde tel qu'il est actuellement, si on continue le système tel qu'il est, les liens vont continuer à se distendre. Je crois que l'intelligence artificielle est souvent vue comme la continuité, l'élément continuateur du système dans lequel on est, mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme un élément disruptif. C'est un élément qui va rebattre les cartes, qui va profondément venir faire s'arrêter certaines des anthropologies de notre système. Donc, c'est l'opportunité d'en construire de nouvelles. Je ne dis pas du tout que c'est celles que je raconte qui vont se construire. Par contre, je ferai tout pour les raconter. Parce que on va avoir besoin de nouveaux mythes. Oui, on va avoir besoin de nouveaux mythes. L'humain est d'abord un mythe. Aujourd'hui, elle est construite sur la notion de progrès rationnel et de raison.
c'est le mythe de l'humanisme des Lumières qui construit notre époque. Il a été magnifique pour nous sortir du mythe des religions et de la croyance, mais il nous a amené au mythe de la performance et d'une espèce de rationalité brutale et de domination de la nature. Hein. Descartes, quand même, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est déjà franchir le cap d'une séparation dramatique du lien avec notre environnement, et c'est sous-entendre celle de la rupture du lien avec autrui. Donc, c'est quelque chose qu'on a construit culturellement. Aujourd'hui, je crois que c'est en ébullition. On va construire des nouveaux mythes qui vont produire une nouvelle humanité. Homo sapiens est une histoire ancienne et on est en train de construire un nouvel humain. Et il y a plein de scénarios. Il y a le scénario très transhumanisme de l'humain qui, par honte de ne pas être aussi performant que les machines, au lieu de se tourner vers d'autres identités, se connecte aux machines pour devenir lui-même machine. C'est le mythe transhumaniste et il va avoir un poids politique énorme dans les prochaines années. Il est très important. Face au dépassement de la performance par l'humain, il y a ces deux voies. Il y a la voie de « ok, je suis jaloux, je me connecte à la machine », c'est ce que le philosophe Gunther Anders appelle la honte prométhéenne. Et puis, il y a la voie de « je me définis ailleurs, je repense mon humanisme ». Moi, c'est ça que je veux raconter. Et je pense que les deux vont cohabiter. Je crois même qu'il est possible qu'il y ait plusieurs espèces humaines. Et je crois qu'un des enjeux de ce qu'on appelle le post-humanisme, c'est de faire cohabiter plusieurs espèces humaines. Oui, parce qu'on voit déjà les tendances, en fait, je trouve, dans notre société, où en fait, il y a les deux directions qui se prennent. Il y en a qui sont vraiment dans une redéfinition de son identité et de ce qu'on est, qui on est en tant qu'être humain et quel est notre rapport au monde, à l'autre, dans notre façon d'être et de travailler et nous, en tout cas, avocats, comment être avocat aujourd'hui, quelle est notre valeur, qu'est-ce qui fait sens, comment je peux encore continuer à exercer mon métier dans un rapport très, comment dire, dans une volonté d'être porteur de paix. Et on voit comme ça des choses qui viennent et qui arrivent. Et puis, tu as de l'autre côté, non, une autre voie portée encore sur la performance de l'humain via la machine pour dépasser, être encore plus performant sur ce plan-là. Donc, la question de la coexistence, elle est pertinente parce que… Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup, dans ce mouvement transhumaniste, par exemple, aux États-Unis, en ce moment, le grand truc, c'est l'accélérationnisme efficace. C'est une idéologie qui fait partie on va dire, qui est très proche de toutes les idéologies transhumanistes et autres, ce qu'on appelle tescréales. Et l'accélérationnisme efficace, en gros, dit on a besoin de balancer le plus d'énergie possible, à la fois humaine et d'énergie physique, dans la construction d'une intelligence artificielle générale pour atteindre la singularité le plus vite possible. Il faut y aller le plus vite possible, coûte que coûte. Et cette idéologie a beaucoup de ramifications, bien sûr, dans la Silicon Valley, mais a des ramifications très hautes. Il y a des personnes à la Maison-Blanche, il y a un des conseillers de Trump qui est accélérationniste efficace. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, est dans cette mouvance-là. Oui. Oui. Il y a d'ailleurs un livre que j'ai commencé à lire qui est La vallée du silicium de Damasio, qui fait ces scénarios-là, en fait, et présente ces scénarios-là, qui est magnifique, qui fait peur hein, sur certains domaines. C'est assez… Damasio est absolument fascinant par sa poésie, et il a une plume et des écrits que j'adore, mais sur Vallée du Silicium, je pense qu'il pêche par sa technocritique. Il est tellement technocritique qu'il n'arrive pas à inventer d'autres imaginaires. Il le fait un tout petit peu à un moment concernant justement l'altérité, quand il parle des IA ni brutes ni soumises. Peut-être que tu n'es pas encore là-dedans. Non, je ne suis pas encore là. Il touche du doigt la possibilité d'ouvrir des nouveaux horizons de pensée. Et puis, pouf, il referme ça et il retombe dans une technocritique qui finalement ferme des portes. On a besoin de technocritique, mais on a besoin d'abord de nouveaux technomythes. Des mythes qui donnent à la machine une autre place. Je crois que Damasio, même si je suis absolument admiratif évidemment de toute son œuvre, dans ce livre-là, montre cette limite-là. Il est tellement technocritique qu'il n'arrive pas à penser
sa poésie n'arrive pas à affirmer une beauté dans l'horreur de la technologie pour trouver une nouvelle voie. Je pense que le vrai poète est celui qui, en temps de guerre, trouve la beauté, qui va inventer les hymnes de demain. Oui. Donc, voilà, je crois vraiment que c'est absolument nécessaire. Enfin bon, à côté de l'accélérationnisme efficace et de ces mythes-là, je crois qu'on a besoin de raconter d'autres mythes. Et je crois en plus que le transhumanisme, le fait de se connecter avec la machine, va au début nous paraître intéressant, et on va le faire parce qu'on est des êtres curieux. Oui, Évidemment. de toute façon, c'est en train de se faire, donc voilà. Mais je crois que connecter un cerveau humain à la capacité de traitement de l'information de systèmes informatiques, ça va écrabouiller le cerveau humain, Oui, qui va plus être bugger. le faire. Je crois que soit on va devenir fou, soit notre identité va disparaître. Et donc, finalement, que la recherche d'une identité maximale par la performance absolue de la machine va atrophier l'identité et l'ego et va détruire la personne. Je crois qu'on va s'en rendre compte assez vite. C'est mon pari. Mon pari Oui. Humain, biologique et en éthique, c'est même un pari rêveur, physique du poète. fonctionnement du cerveau humain. Et par contre, en effet, ces conséquences sont plutôt poétiques. Ça veut dire que je crois qu'on va avoir une cohabitation des deux scénarios, mais je crois que le transhumanisme brutal qui veut se connecter aux machines pour être aussi performant qu'elles va s'effondrer sur lui-même, pas parce que ses racines sont mauvaises, mais parce que ça ne fonctionnera pas. Ça ne Il va fonctionnera être pas. il va faire s'effondrer l'individu qui ne va pas du tout s'affirmer et s'accomplir par là, mais s'effondrer. Et donc, je crois qu'en préparant d'autres scénarios, on peut être pris pour des idéalistes ou des poètes, mais assez rapidement, encore une fois, par pression, il faudra trouver d'autres voies. Et tout d'un coup, ces propositions, qui aujourd'hui ne sont que des propositions poétiques, philosophiques et politiques, vont devenir nécessaires, désirables et pourront faire consensus. De toute façon, on ne fait révolution que sur des idées et il faut bien pouvoir porter aussi des idées qui soient nouvelles et innovantes et en rupture avec notre environnement et ce qui est en train de se passer pour pouvoir se réinventer. Euh, Peut-être une dernière question parce que je pense que on préparera peut-être un deuxième podcast sur comment s'y préparer, mais j'aimerais peut-être clôturer cet entretien avec toi sur une préoccupation, moi, qui est la mienne et qui est peut-être la tienne, c'est l'éthique. Comment nous, on va pouvoir tous ensemble trouver une éthique commune et est-ce qu'il y a des comités d'éthique? Je crois qu'en plus, on est sur une très prochaine on arrive sur un gap là avec les, euh, les intelligences amies, les nouveaux assistants artificiels qui vont nous faire tout ce qu'on a envie de faire. Je vais avoir un clone, un double artificiel qui va pouvoir réserver mon prochain voyage en fonction de mes goûts et enfin, tu vois, donc c'est quoi l'éthique? Est-ce il y a quand même un comité d'éthique? Est-ce qu'il y a un moment donné, euh, on va pouvoir se positionner tous ensemble? L'éthique est un sujet extrêmement complexe. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle et l'écologie, c'est les trois sciences les plus complexes qui existent dans notre monde. Euh, Évidemment, si quelqu'un d'une autre science m'entendait dire ça, il ne serait pas d'accord, mais bon, je le dis quand même. C'est le problème d'une part de l'éthique, c'est qu'aujourd'hui, elle est mise à toutes les sauces et finalement, la plupart de ce qu'on entend sur l'éthique, c'est ce que j'appelle de l'éthique washing. Ça n'a aucune profondeur réelle. C'est passer la pommade en masquant des vérités ou c'est des discours de bien-pensance sans prise en compte d'une réalité soit technologique, soit humaine, soit géopolitique. Enfin bref, l'éthique demande d'intégrer tellement de dimensions qu'il est très très difficile de ne pas la faire tomber dans le boucher. En tout cas, première chose plutôt positive, c'est quand même que contrairement aux autres évolutions technologiques, l'IA se construit avec beaucoup d'éthique. Qu'elle soit bullshit ou non, ça dépend des fois, mais en tout cas, il y a énormément de comités d'éthique. L'éthique est au cœur de la plupart des grosses entreprises qui construisent l'IA. Si tu regardes ce que fait Claude, ce que fait Anthropic avec leur IA Claude, ils mettent la safety et l'éthique au cœur de leur proposition de valeur. Euh, En fait, on est tellement éveillé avec la science-fiction à une peur et à des dangers de l'IA que l'éthique est omniprésente dans le domaine. Il y a notamment un des sous-domaines de l'IA qui s'appelle la question de l'alignement, qui est un domaine
qui fait mixer l'ingénierie et l'éthique, c'est la question d'aligner des systèmes d'IA avec les valeurs humaines. ChatGPT est un système, GPT est la grosse IA, et en fait, ChatGPT, le chatbot avec lequel tu parles, est plus ou moins la version alignée de GPT, qui ne va jamais te donner la recette d'un cocktail Molotov, des choses comme ça, qui est alignée avec Oh, un j'ai certain pas nombre de essayé. Peux-tu me... valeurs. Si je lui demande de me faire une bombe, il fait pas. Non, il ne fait pas. D'accord. Donc, et un domaine technologique très prolifique actuellement, la question de l'alignement, c'est des techniques qui sont mises en œuvre, mais qui supposent à la fois de la technologie et de l'ingénierie et des réflexions philosophiques, et puis à un moment de savoir, voilà, qu'est-ce que c'est les valeurs est-ce qu'on a des valeurs communes à l'humanité qui forment un socle? Est-ce que chaque IA doit s'adapter aux valeurs de son utilisateur? Comment on gère ça? Enfin bon, il y a des gros enjeux là-dessus qui sont assez passionnants. Donc, j'aime bien la question de l'alignement parce que je trouve qu'elle permet de faire d'avoir des réflexions à la fois éthiques de très haut niveau et à la fois de les concentrer sur des sujets technologiques très concrets. Mais évidemment, il y a plein d'autres sujets éthiques que l'alignement, des sujets beaucoup plus pressants, on va dire, notamment au niveau légal, tout ça. Donc, la réponse, tu vois, elle est mitigée. Oui, il y a plein de choses qui se passent sur l'éthique. Là, d'ailleurs, un des gros événements, évidemment, en 2023 a eu lieu le premier AI Summit mondial. C'est le premier sommet qui réunit les gouvernements mondiaux sur l'IA. Il y avait les États-Unis, il y avait la Chine, il y avait tous les pays européens et quelques autres pays. Il s'est passé en Angleterre et c'était non pas The AI Summit, mais il s'appelle The AI Safety Summit. Et donc, dès la première mouture, la question de la safety, qui en français se traduirait par sûreté, qui n'est pas tout à fait pareil que sécurité, c'est un peu plus lié à l'éthique, justement, euh, était au centre des débats politiques. Bon, ce mythe, de façon générale, a été un peu décevant, mais c'était que le premier. Le deuxième a lieu en février à Paris. Et la France essaye de se positionner comme un acteur assez majeur sur la safety parce qu'il y a eu l'AI Act européen, etc., même si pour l'instant on est assez en retard finalement sur les Oui, réflexions sur la safety. Mais bon. j'ai le Donc, sentiment en tout cas. ouais. Et quand tu regardes le rapport que il s'appelle le rapport IA, notre ambition pour la France, hein, j'ai la page sous les yeux là, qui a été demandé par Macron, quand tu le lis, c'est effarant. Il n'y a aucune réflexion sur ce qui est en train d'arriver avec l'IA, c'est une réflexion sur les anciens modèles d'IA, c'est une réflexion toute gentillette et optimiste, tout va bien, etc. Les vraies questions profondes ne sont pas à poser. Donc la France va devoir vraiment se bouger le cul, je pense qu'elle en est capable, parce qu'on est des grognards, mais elle va vraiment devoir se bouger le cul pour porter ces questions-là dans un débat rationnel, raisonné, mais critique. Euh, il y a aussi des belles initiatives, Café IA, par exemple, qui a été lancée par le gouvernement pour permettre au plus grand nombre, justement, de débattre de l'IA. Donc, il y a des choses. Si tu regardes aussi, tu as une très belle initiative qui est en cours en ce moment par le Future of Life Institute, qui est un institut qui s'intéresse aux risques existentiels pour l'humanité, qui est basé aux États-Unis et à Bruxelles et qui fait du lobbying, notamment auprès de l'Union européenne. Ils ont lancé un grand contest créatif qui s'appelle Super Intelligence Imagined, a creative contest on the risk of superintelligence. Et ils proposent des prix de 10 000 $ chacun, 5 prix, c'est pas mal, pour des créations, des productions créatives qui permettent d'atteindre le grand public et d'expliquer au grand public les enjeux des super intelligences. Donc, en fait, depuis 2022, avant 2022, la question de l'éthique en IA était d'une part parfois très bullshit et d'autre part un peu réservée à quelques fous qui parlaient déjà des risques existentiels de la superintelligence et qui n'étaient pas trop pris au sérieux. L'arrivée de ChatGPT a accéléré les débats et la compréhension que ce n'était pas du tout le fin mot de l'histoire et que ce qui était devant nous allait aller beaucoup plus loin a donné énormément de crédibilité. Énormément de chercheurs se sont mis ensemble. En 2023, en mai, 2024, en mai 2024, non, en mai 2023, il y a eu le Statement on AI Risk, qui est juste une phrase qui dit l'IA suppose des risques existentiels qui sont critiques pour l'humanité. Et il y a à peu près tous les grands chercheurs sur l'IA ou presque qui l'ont signé, plein d'entreprises qui l'ont signé, etc. Et ça a fait date. Donc, même si c'est encore largement en dessous des enjeux et de la vitesse à laquelle ils arrivent, on est à la fois dans l'ébullition technologique, mais on est aussi dans l'ébullition éthique en ce moment. On la sent de partout quand on est dans le domaine. Il y a une ébullition des réflexions éthiques et d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense que la prochaine génération de modèles, à mon avis, en janvier-février, on va sentir un basculement.
les politiques vont commencer à tous comprendre qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus qu'une gentille technologie de plus, que c'est l'enjeu majeur de l'humanité actuellement. Et on va avoir des discours très différents, certains qui vont être de sécurisation nationale et qui vont commencer à imaginer des choses horribles au niveau de la guerre, d'autres qui vont essayer de porter un discours beaucoup plus positif au niveau de la sécurisation, non pas du pays, mais de l'humanité. Tout ça, c'est le sujet de mon livre en cours. Donc évidemment, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Bon, Mais du coup, ça donne un peu d'espoir parce que tu sais, on a oui, oui, l'impression quand même d'être que toutes ces personnes-là, c'est un peu Mickey dans l'apprenti sorcier, tu vois, et que ça va nous, hop, il va y avoir un gros bordel on pourra jamais arrêter, ou la bombe atomique, hein, tu vois. oui, oui. Donc, j'espère C'est en un effet scénario. que. C'est un scénario. Il y a un rapport qui est sorti là en juin, qui s'appelle Situational Awareness, par Leopold Aschenbrenner, un gars qui avant travaillait chez OpenAI sur la question de l'alignement des superintelligences. Et il a écrit tout un rapport pour montrer comment l'IA va se déployer dans les prochaines années. Sur ça, c'est un rapport très je crois très juste, et qui montre que des horizons 2027, 2028, pour avoir des IA générales, c'est pas du tout délirant, c'est pas sûr, mais c'est crédible. Donc ça va aller vite. Et qui a une deuxième partie avec laquelle, qui est très crédible aussi, mais contre laquelle je me défends beaucoup. Dans mon livre, je la critique beaucoup. Une deuxième partie qui dit, voilà, dans les prochaines années, les gouvernements vont comprendre qu'il y a là un potentiel militaire complètement dingue, et les États-Unis vont comprendre que leur avance doit absolument être maintenue, il en va de leur sécurité nationale. La Chine va vouloir utiliser ça pour gagner. On va avoir une course à l'armement et on va être face à des mêmes enjeux que face à la bombe nucléaire, sauf que là, on va avoir une arme qui va, en plus d'être à destruction massive, être à prolifération massive, parce que si on copie-colle juste le code, on a notre super intelligence copie-collée. Et si on est au milieu d'une course à l'armement, on va juste essayer de faire des trucs de plus en plus puissants sans se poser de questions, et on va faire advenir le risque existentiel en essayant de sécuriser le pays. Et c'est là où je pense qu'il y a un gros problème dans ce rapport qui raconte que c'est un destin, qu'il va y avoir une course à l'armement. Il ne faut surtout pas raconter ça, sinon ça va arriver. Il faut mettre en avant le fait que si on rentre dans une course à l'armement vis-à-vis de l'IA, on va faire advenir tous les risques existentiels qui sont des risques pour l'humanité, et donc que la sécurité d'un pays sera plus du tout euh, 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 maintenue, puisque en essayant de se défendre, ils vont faire advenir des risques encore plus gros que Écoute, les risques. Voilà. j'espère qu'on tirera les leçons de notre passé, de notre histoire, tous ensemble. Soyons positifs. Hein, On l'a déjà écoute, fait. On a endigué les armes biologiques. Et on n'a jamais eu de guerre biologique parce qu'on s'est organisé internationalement pour interdire leur usage. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a à peu près marché. Donc, il y a eu des défauts là-dedans, mais ça a à peu près marché. Donc, on est capable de s'organiser internationalement pour faire advenir ah, l'IA. mais ça, là, c'est pas une question de capacité, tu sais. Il y Et a des bon, mécanismes qui permettent de penser que ça arrivera. oui, tous les scénarios sont possibles. Bah, écoute, merci beaucoup, Flavien, pour ce temps. Ça fait déjà 1 heure et demie qu'on échange sur ces sujets et je pense qu'on pourrait encore échanger beaucoup, beaucoup, notamment par rapport à notre métier d'avocat et la transformation auquel on est confronté. Et puis, écoute, je te propose qu'on se revoie une prochaine fois, éventuellement, pour qu'on puisse parler de comment s'y préparer, quels outils, est-ce qu'il faut une intelligence artificielle complètement à développer pour notre métier ou pas. Et puis, est-ce qu'on peut penser l'éthique aussi dans notre profession avec une intelligence artificielle où nous, on est déjà quand même très ancré dans l'éthique, hein, la déontologie, le secret professionnel. Donc, voilà, c'est une bouteille que. Comment? L'éthique, la morale et le droit sont des disciplines qui Tout à fait. s'enrichissent mutuellement et qui fonctionnent ensemble. Hein. Tout à fait. Donc, voilà, je te propose qu'on se refixe un nouveau rendez-vous si ça te convient. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour cet échange. Et je te souhaite une très belle fin de journée. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt à toi aussi. Au revoir. Au revoir.